On va débuter ce 21-23 par cette date historique, je vous le disais dans les titres, dans l'histoire de la politique française, en tout cas dans l'histoire de l'Assemblée, avec pour la première fois un texte porté par le Rassemblement national qui a été voté par la majorité des députés, avec l'aide notamment des macronistes et de la droite républicaine. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que le cordon sanitaire républicain, comme on l'appelait autour du Rassemblement national, a sauté et définitivement enterré? Ou est-ce que ça signifie au contraire que, en ces temps de parlementarisme retrouvé, il faut se réjouir que certains textes transpartisans soient votés par des partis différents? On va en débattre sur ce plateau avec vous tous, avec vous tous les quatre. D'abord, Martin Baumer, bonsoir. Vous êtes notre journaliste politique à France Info. Vous avez passé votre journée à l'Assemblée nationale. Vous allez nous raconter les coulisses. Stéphane Zumsteg, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département politique et opinion de l'Ipsos BVA. Et puis deux députés de La République, Josiane Corneloup, députée LR de Saône-et-Loire, et Sabrina Sebaï, députée écologiste et sociale des Hauts-de-Seine. Alors, bonsoir, on va tout de suite voir ce qui s'est joué aujourd'hui donc à l'Assemblée nationale pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Regardez d'abord ce reportage de Caroline Motte et on en débat juste après. Coup de théâtre à l'Assemblée. Pour la première fois, un texte du Rassemblement national est adopté à une voix près. Pour 185 contre 184, l'Assemblée nationale a adopté. Joie affichée sur les bancs de l'extrême droite. L'Assemblée a dénoncé l'accord de 1968 qui instaure un régime d'immigration spécifique pour les Algériens. Même si dans les faits cela n'aura aucun impact juridique, Marine Le Pen revendique une victoire politique. C'est évidemment une journée qu'on peut qualifier d'historique pour le Rassemblement national, puisqu'il vient de faire voter pour la première fois dans une de ses niches un texte qui est extrêmement important pour nous, parce qu'il nous apparaît être important pour notre pays. Si cette résolution a pu passer, c'est grâce aux voix de la droite, celles des groupes LR et Horizon qui dénoncent depuis longtemps cet accord franco-algérien, mais aussi et surtout parce que les macronistes étaient largement absents. La présidente du groupe écologiste, prise par l'émotion, désigne un coupable. Où est Gabriel Attal? Où sont les députés macronistes? On vous sent ému. Oui. Oui, mais je pense qu'on l'est tous. Et il nous a manqué une voix. Une voix. Cette voix qui nous a manqué pour faire face au Rassemblement national, c'est celle de Gabriel Attal. La démobilisation de ses collègues, ce député apparenté macroniste tente de la justifier. C'est que d'abord les textes ont été modifiés, parce que normalement ce n'était pas l'ordre de passage des textes du Rassemblement national. Et ensuite on a des collègues qui étaient en commission, d'autres qui étaient en négociation sur le projet de loi de finances. Et on a quelques collègues qui sont rentrés parce qu'il faut aussi être parfois en circonscription. Ce soir, le Premier ministre appelle à respecter ce vote et sur le fond, se dit favorable à revoir ces accords. Si votre question c'est ce qu'il faut abroger l'accord de 68, je vais vous répondre autrement. Je pense qu'il faut le renégocier. Merci infiniment. Une décision qui est aujourd'hui uniquement entre les mains du chef de l'État. Martin Baumer, vous étiez toute la journée à l'Assemblée nationale. Racontez-nous les coulisses. Là, quand on entend Marine Le Pen dire vote historique, même nous, en présentant l'émission, on s'est dit journée charnière. C'est exagéré ou c'est le cas? Non, c'est pas exagéré du tout parce que personne, absolument personne, et je pense que les députés pourront confirmer, s'attendaient à ce que ça passe aujourd'hui. Même les députés Rassemblement national, après, alors souvent hors micro, parce que face caméra, forcément, ça claironnait la victoire, mais hors micro, c'était, on s'y attendait pas du tout. Et on l'a vu d'ailleurs, j'étais dans l'hémicycle au moment, là, on l'entend dans le reportage, le moment où il crie victoire, ça fait un bruit impressionnant à ce moment-là parce qu'ils éclatent de joie quand Sébastien Chenu, qui en plus est vice-président de l'Assemblée nationale, RN, préside et vote, alors que la coutume est que le président de séance ne vote pas, même si Yael Braun-Pivet l'a déjà fait par le passé. Mais voilà, donc ça a fait la voix de différence. Sébastien Chenu qui vient voter. Bref, ils étaient là, ils ont été surpris eux-mêmes. Et ensuite, on a vu effectivement Cyrielle Châtelain arriver très vite, elle-même surprise et donc émue. Ce qui a fait que dans l'après-midi, notamment pour l'autre texte qui était pour un retour d'un délit délit de séjour irrégulier, il y a eu une mobilisation. Et à l'inverse, quand le texte a été rejeté avec un amendement de suppression, il y a eu une Marseillaise qui a été entonnée de votre côté.
pour répondre en quelque sorte au Rassemblement national. Des écologistes. Ouais. Et c'est je ne sais pas si on l'a déjà vu dans l'Assemblée nationale, la Marseillaise montait à gauche pour contrer le Rassemblement national. Enfin, on a senti quand même que des deux côtés, et côté RN et côté gauche, il y avait quelque chose qui changeait à l'Assemblée nationale. Alors, juste Stéphane Zumsteg, et puis après, justement, on ira voir nos députés. Pareil, juste pour donner les grands enjeux de ce qui s'est joué aujourd'hui, vous êtes d'accord, c'est aussi une journée pivot. Une journée pivot, c'est surtout une victoire politique pour le Rassemblement national, parce qu'au-delà du fait que ce soit la première fois qu'un texte proposé par le Rassemblement national soit voté, c'est pas n'importe quel texte. Il s'agit de la dénonciation des accords d'Alger de 1968. Donc, on va expliquer dans quelques minutes. Donc ça renvoie à l'immigration, donc ça renvoie à ce qu'on a pu entendre sur les OQTF, donc ça renvoie aussi sur Bruno Retailleau, par exemple. C'est-à-dire que là où la victoire est complète pour le Rassemblement national ce soir, c'est qu'il fait la démonstration, même si le traité ne sera pas remis en cause, ça, très bien, il fait la démonstration qu'il arrive à faire voter des textes, alors même que Édouard Philippe, par exemple, il y a quelques mois, avait demandé la suppression. C'est pas Édouard Philippe, c'est pas le groupe Horizon qui y arrive. Ce ne sont pas plus les Républicains. Aussi, Et Gabriel Attal, vous avez totalement raison. C'est une victoire politique parce que le RN se dit, mais ce que vous réclamiez, que vous n'osiez pas mettre au vote, nous l'avons mis au vote et nous l'avons obtenu. Ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, c'est au-delà de la droitisation de la classe politique, de la partie de la droite, du centre-droit, des Républicains, qui se droitisent encore davantage. Je ne parle pas de l'opinion, là, ça c'est acquis, mais aussi de ses responsables politiques. C'est aussi... Ça témoigne de l'état de déliquescence dans lequel se trouve ce qu'il reste de la Macronie. Enfin, vous disiez tout à l'heure en guise de préambule, tout ça a été voté grâce aussi grâce à l'abstention. Grâce à l'abstention, en fait. Mais 2/3 des à peu près 90 députés du groupe de Gabriel Attal n'étaient pas là. Alors, tout le monde a des bonnes raisons pour ne pas être là. 60, ils sont 90 et 60 à peu près n'étaient pas là. Ouais. Ça en dit long, évidemment, sur... Alors, sur 92 membres, pour être juste sur ces députés qui ne savent plus où ils habitent. Les membres macronistes, 30 ont voté contre, mais effectivement, large... 30, mais 60 n'étaient pas là, à peu près. Et ça en dit long. Ça en dit long aussi sur l'état dans lequel se trouve aujourd'hui ce qui reste du bloc central. Alors, on voit le détail des voix justement à l'antenne. Voilà, pour les députés Ensemble pour la République, contre 30, abstention 3 et absent 52. Donc forcément, par ricochet, ou en tout cas par absence, ça a permis de faire adopter le texte. On y reviendra, mais je précise pour nos téléspectateurs, c'est une résolution, ce n'est pas une loi qui a été votée, c'est une résolution. Donc vous le disiez, hein, le traité n'est pas encore remis en cause, mais on va le détailler après. Juste, Josiane Corneloup, pour entrer dans le détail de ce qui s'est joué aujourd'hui, vous, donc député Les Républicains, vous avez voté pour aujourd'hui. Oui, j'ai voté pour, mais ce n'est pas nouveau puisque nous avons porté ce même texte en 2023. Cette même proposition de résolution et les accords franco-algériens qui datent de 1968 ont été très largement remis en cause à plusieurs reprises. Je pense qu'ils correspondaient à une période, la période post-indépendance. Ils créaient un statut tout à fait dérogatoire pour le ressortissant algérien, qui n'est pas du tout celui d'autres ressortissants étrangers. Et je crois qu'il y avait un besoin de clarification, et il s'est exprimé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, ça veut dire qu'il y a un consensus, j'allais dire transpartisan, c'est-à-dire que là, le RN est un parti comme un autre, et si vous êtes d'accord sur un texte qui, pour vous, est de bon sens, il n'y a pas de raison de s'y opposer? C'est exactement cela, et moi je suis élue depuis 9 ans, et je peux vous dire que j'ai toujours œuvré ainsi. C'est-à-dire que mon objectif principal, c'est l'intérêt des Français, l'intérêt de la nation. Et quelles que soient les sensibilités politiques des uns ou des autres, si le texte va dans le bon sens, je dirais, je le vote sans aucun problème. Et je l'ai déjà fait. Sabrina Sebaï, on voyait dans le reportage donc Cyrielle Châtelain de votre groupe qui était très ému. Votre réaction ce soir? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions effectivement dans cet hémicycle, ça a été dit, c'est une première qu'un texte du Rassemblement national passe et est voté, et c'est pas n'importe quel texte, parce qu'au-delà du fait que c'est sur la question qu'eux font, ils parlent des OQTF, de l'immigration, etc., c'est surtout une question fondamentale pour le Rassemblement national, parce que la question de la guerre d'Algérie, de la colonisation, est le fondement même de la création du Rassemblement national, du Front national à l'époque, puisqu'on sait tous le rôle qu'a joué Jean-Marie Le Pen, y compris dans la torture en Algérie. Donc pour eux, c'était plus que symbolique. On le sait, cette résolution qui a été votée n'aura pas d'impact, puisqu'on ne peut pas dénoncer de manière unilatérale cet accord. Mais on voit bien, si vous voulez, d'ailleurs, dans les différentes communications qui ont été faites, de ceux qui, finalement, ont pris leur revanche sur cette guerre d'Algérie, soit plus de 60 ans plus tard, en votant ce texte. Moi, ce que je trouve extrêmement grave, parce qu'à la limite, que le Rassemblement national vote ce texte et leur résolution, c'est logique.
mais que toute une partie de la droite de cet hémicycle, y compris du socle commun, sombre avec le Rassemblement national, je trouve ça extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que, effectivement, Édouard Philippe, ça faisait déjà plusieurs mois qu'il avait indiqué qu'il souhaitait la dénonciation de cet accord. D'ailleurs, son programme pour 2027, c'est la retraite à 67 ans et la dénonciation de l'accord de 68. Je rappelle par ailleurs que cet accord a été largement vidé de son contenu à plusieurs reprises, puisqu'il a été retravaillé. Et il y a d'ailleurs des désavantages pour les étudiants algériens, par exemple, dont on ne parle quasiment jamais. Ce que je trouve extrêmement grave, c'est que finalement, on a une alliance des droites extrêmes et de l'extrême droite dans cet hémicycle qui préfigure peut-être certaines alliances qu'on aura au municipal, comme cela a été déjà indiqué par les LR. Est-ce que ça veut dire que les Républicains, pour vous, c'est la droite extrême ? Oui, aujourd'hui, pour moi, c'est la droite extrême et Horizon aussi. Et je vais même vous dire, je pense qu'il y a une forme peut-être de naïveté de la part de ces partis, puisque, d'ailleurs, c'est Jean-Marie Le Pen qui le disait lui-même, le français préférera toujours l'original à la copie. En 1930, lorsque Hitler arrive au pouvoir dans la foulée, c'est la droite libérale qui le met au pouvoir en l'aidant, en pensant qu'il pourrait cornériser Hitler et donc l'utiliser, en faire un idiot utile. Quelques années plus tard, il est arrivé au pouvoir, car le fascisme n'arrive jamais seul au pouvoir. Et je crois malheureusement qu'aujourd'hui, on a assisté à un basculement extrêmement grave dans notre pays qui préfigure peut-être ce qui se passera en 2027. Alors juste avant de continuer le débat sur ce qui se joue politiquement à l'Assemblée, pour éclairer nos téléspectateurs, on va juste aller un petit peu plus dans le détail de cet accord, de ce traité franco-algérien de 1968. Je vais aller retrouver Mathilde Moreau au Hub. Justement, Mathilde, vous allez nous expliquer que contient cet accord de 1968, qui en tout cas a été remis en cause aujourd'hui, même si le traité n'est pas encore abrogé. Oui, tout à fait. Alors cet accord du 27 décembre 1968, il précise le régime spécifique des ressortissants algériens qui viennent en France. C'est un régime à part par rapport aux autres ressortissants étrangers, car ses objectifs, c'est de permettre de faciliter la circulation, mais également le séjour et également le travail sur le territoire français de ces ressortissants algériens. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Notamment ce certificat de résidence algérien. Les ressortissants algériens n'ont pas besoin d'un visa long séjour s'ils dépassent les 3 mois de séjour sur le sol français, mais de ce certificat qui leur permettent d'être en situation régulière sur le sol français. Cette situation régulière permet également de bénéficier de certaines allocations familiales ou encore de l'assurance maladie. Il faut savoir que cet accord de 1968 définit également, permet d'accéder plus rapidement à un titre de séjour valable sur 10 années, également de la liberté de s'installer ou d'exercer une activité commerçante ou indépendante sur le sol français. Puis enfin, également, de faciliter le regroupement familial. On va prendre un exemple. Un ressortissant algérien qui a un certificat de résidence algérien sur 10 ans, il peut bénéficier le regroupement familial car il remplit plusieurs conditions. Son épouse le rejoint donc en France, bénéficiera également d'un certificat de résidence de la même durée, c'est-à-dire de 10 ans dans cet exemple. Eh bien, merci Mathilde pour ces explications détaillées. Je retourne voir mes invités en plateau. Juste pour terminer encore une fois, sur cet accord, parce qu'on parle de l'accord, mais après on parle des conséquences politiques plus larges. Question un peu provocante, finalement, si cet accord et si ce traité est abrogé, les Algériens reviendront, alors il y a des débats juridiques, mais reviendront au même traitement que n'importe quel autre étranger en France. Est-ce que c'est pas normal quelque part ? Il faut poser la question à ceux qui l'ont voté. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un statut dérogatoire. Pourquoi un traitement différent par rapport aux autres ressortissants étrangers ? Je crois que c'est une question de cohérence également et de clarté pour tous. Sabrina Sebaï, pourquoi finalement les Algériens, sachant qu'aujourd'hui, le temps a passé, les relations sont compliquées entre la France et l'Algérie. Là, il ne s'agit pas de priver les Algériens de droits, mais juste qu'ils aient les mêmes droits en tant qu'étrangers que tous les autres étrangers de la planète qui souhaitent venir en France. Alors, c'est très intéressant parce que, justement, l'un des députés RN, lors de son explication, a dit oui, il faudrait que les Algériens aient les mêmes droits que tout le monde, et il a cité l'exemple de l'Australie. Les Australiens n'ont pas besoin de visa pour venir en France, par exemple. Donc, pas pour s'installer. Pas pour s'installer, mais ils ont le droit. Oui, mais les Algériens non plus. C'est-à-dire que même dans les accords de 68, on dit qu'ils n'ont pas besoin d'un visa long séjour, c'est vrai, mais ils ont besoin d'un visa court séjour. Il faut bien quand même poser les choses parce qu'on a l'impression qu'ils peuvent venir comme ils le souhaitent sans passer par la case visa, y compris pour les Algériens. C'est le cas, je rassure tout le monde. La deuxième chose, c'est que moi, je regrette, on ne peut pas effacer le passé qui a existé entre la France et l'Algérie. Pourquoi un statut particulier ? Eh bien parce que, d'abord, l'Algérie était une colonie de peuplement.
Il n'y en a pas eu beaucoup des colonies de peuplement. Il y a eu l'Algérie et il y a eu la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki Nouvelle-Calédonie, dont on voit ce qui se passe d'ailleurs actuellement. Les autres, c'était des protectorats. Donc il y avait un statut différent. L'Algérie, c'était 4 départements français. Il y avait 1 million de colons qui étaient installés en Algérie, qui ont été rapatriés. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, siègent sur les bancs, les descendants siègent sur les bancs de l'hémicycle, des descendants de l'OAS, des nostalgiques de l'Algérie française. Et c'est ceux-là, aujourd'hui, qui ont gagné, finalement, le vote de cette résolution. Donc, un statut particulier, parce que oui, 130 ans de colonisation, ça laisse des traces. Il n'y a pas eu, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas aujourd'hui, ni de reconnaissance en tant que telle de ce qu'a été la colonisation. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en suspens, des demandes qui n'ont pas été traitées. Je pense aux essais nucléaires dans le Sahara algérien. Je pense à la restitution de certains effets qui ont été demandés par l'Algérie. On en parlera dans la page précédente à 22h sur le retour des essais nucléaires. Ce statut particulier s'explique aussi par cette histoire et par le fait que, qu'on le veuille ou non, en réalité, vous avez énormément de Français aujourd'hui qui ont un attachement direct avec l'Algérie, qu'ils soient binationaux ou pas d'ailleurs, parce que je mets aussi à l'intérieur les harkis, les pieds noirs, les descendants de pieds noirs, les descendants de l'OAS. Toutes ces personnes ont un lien historique avec l'Algérie qu'on ne pourra pas couper. On peut dénoncer les accords autant qu'on veut. Ce lien existera toujours. Stéphane Zumsteg, sur l'âge parle au sondeur que vous êtes, est-ce que encore une fois, cette résolution, elle peut être, là, les députés l'ont voté à la majorité à une voix près. Est-ce que les Français, est-ce qu'on sait comment se positionnent les Français vis-à-vis de cette question-là? Sur les questions liées à l'immigration en général, même si les accords d'Alger, c'est un cadre bien précis, un cadre légal. Mais les Français ne connaissent pas la teneur de ce que vous venez d'expliquer, évidemment, sur le contenu de ces accords. Mais sur les questions d'immigration en général, évidemment, ils sont pour un durcissement. Ce n'est pas nouveau, ça, on ne cesse de le dire. Maintenant, est-ce que pour autant ils sont pour l'abrogation, la suppression de ces accords? Moi, j'en suis pas persuadé. Ce qui est intéressant de voir, c'est notamment la réaction de Bruno Retailleau aujourd'hui, qui veut mettre la pression sur le président de la République. Parce que, effectivement, quand il y a une résolution de dénonciation d'accord à l'Assemblée nationale, ça n'a pas d'effet de loi et ça n'abroge pas et ça ne supprime pas la loi. Donc, quelque part, le président de la République pourrait faire ce qu'il veut. Mais ce qui peut être, à mon avis, le cas dans les jours, dans les semaines qui viennent, c'est que ce sujet devienne un sujet central, au-delà de la symbolique et de la victoire politique du Rassemblement national aujourd'hui, avec ce premier texte voté par le reste de l'Assemblée nationale. Ça peut, si la droite et l'extrême droite mettent la pression sur le président de la République, ça peut en faire un nouveau sujet, donc de pression sur le président de la République. Mais quand on connaît finalement son attachement à son précaré, notamment la diplomatie, moi je pense qu'en fait tout ça ne devrait pas aboutir. Et ce sera un sujet qui passera après un autre. Ce qui est en revanche très intéressant, très important de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que c'est une digue de plus qui tombe entre le Rassemblement national et le reste de la représentation parlementaire. Ce n'est pas la première fois, il y a eu plein d'exemples, il y a eu des dizaines d'exemples ces derniers mois, mais cette fois-ci, c'est quelque chose de très symbolique. De très matérialisé, avec la droite qui se retrouve, la droite non Rassemblement national, prenant les Républicains, prenant le groupe Horizon, qui se retrouve aussi piégée par le Rassemblement national. Je ne doute pas du fait que les parlementaires républicains Horizon ont voté de bonne foi cette loi-là. C'est pas du tout, je suis pas en train de dire l'inverse. En revanche, c'est sur un sujet de droite qui jusqu'à présent a été porté par des hommes politiques de droite ou de centre-droit, Édouard Philippe, Bruno Retailleau. C'est là-dessus que ce texte est voté. Il y a eu d'autres textes qui ont été refusés, mais qui étaient soumis au vote aujourd'hui. La fouille des cartables, je crois, dans l'entrée, des frais bancaires, des sujets qui sont en soi importants. Ce n'est pas là-dessus que le Rassemblement national obtient une victoire. C'est sur quelque chose de fondamental qui tient à l'immigration et à la demande d'autorité des Français. Et en ça va laisser des vraies marques dans l'opinion publique. Une vraie victoire, et c'est, à mon avis, une mauvaise nouvelle pour le reste de la droite, pour les Républicains et pour le groupe Horizon. Parce que derrière une décision, derrière le vote de députés, et je ne remets pas en cause la sincérité des députés de droite qui ont voté avec le Rassemblement national, c'est pas ça, mais on est dans cette course à celui qui sera le plus à droite, et là, pour le coup, les Horizons et les LR se sont retrouvés cornérisés. Ils n'avaient d'autre solution que de voter pour ce texte, très bien, mais ils apparaîtront aussi dans les jours qui viennent, comme cornérisés et subissant la pression du Rassemblement national, et finalement se droitisant encore davantage pour des raisons, c'est ce que pensera l'opinion en tout cas, pour des raisons purement tactiques. Un peu comme des vassaux du Rassemblement national. Là encore, on parle beaucoup on parle beaucoup de l'éventuelle union des droites. Bon, c'est toujours pas le cas en France. Jacques Chirac a fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y en ait pas en son temps, et Marine Le Pen fait aujourd'hui dans son camp ce qu'il faut pour que ça ne se fasse pas. Là encore, j'entends un certain nombre de commentaires, un certain nombre de déclarations des responsables politiques de droite pour se rapprocher quelque part des idées du Rassemblement national.
j'ai des gros doutes sur l'intérêt, en termes de pragmatisme électoral, des gros doutes sur la façon dont la droite, en se rapprochant du Rassemblement national, ne se ferait pas absorber à un moment donné. Regardez ce qui s'est passé en Italie avec Giorgia Meloni. C'était la force principale, la droite et l'extrême droite. Elle a avalé le reste de la droite. On parlera justement en fin d'émission de ce qui se passe dans les autres pays, nos voisins européens. On est attaché à cela dans l'émission. Je vous donne la parole tout de suite, Josiane Cornolo. On écoute juste Laurent Wauquiez, une de ses réactions qui, voilà, ça fait suite à ce que vous veniez de dire. La droite s'en félicite pour l'instant, en tout cas. Jusqu'où on écoute Laurent Wauquiez. Je veux vous parler des accords franco-algériens et du vote qu'on vient de faire à l'Assemblée nationale. Vous savez que l'Algérie humilie notre pays qui ne réagit pas depuis des mois. Ces accords donnent un traitement privilégié aux Algériens, accès quasi automatique au RSA dès le premier jour, accès automatique au regroupement familial, pas de possibilité de suspendre, même pour un motif d'ordre public, un titre de séjour. L'objectif, c'était d'y mettre fin. On vient de voter une résolution à l'Assemblée nationale qui demande la fin des accords franco-algériens avec le vote de la droite républicaine. Josiane Cornelou, vous vouliez réagir? Est-ce que là, on voit bien d'ailleurs que Laurent Wauquiez parle pas forcément d'union des droits, tout ça. Il est vraiment centré sur ce que vous disiez, une thématique sur l'immigration. Ben oui, je vais m'insurger contre les propos de monsieur. La droite n'est pas l'extrême droite. Et moi, je n'ai subi aucune pression pour voter ce texte. C'est le texte que nous avons nous-mêmes porté en 2023. J'ai envie de vous dire que celui-ci, aujourd'hui, c'est une pâle copie de ce que nous avons déjà proposé en 2023. Et je trouve... Il n'était pas passé. Il n'était pas passé, voilà. Et bien, chaque député vote en son âme et conscience. Et moi, personnellement, j'y suis vraiment très favorable. Et aujourd'hui, une majorité a été trouvée pour remettre en cause cet accord franco-algérien. Eh bien, moi, je trouve cela tout à fait louable. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Nous sommes dans un contexte diplomatique aujourd'hui très compliqué. Quand on dit accord bilatéral, ça suppose qu'il y ait deux parties. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas de deuxième partie, puisqu'on voit bien que le président Tebboune refuse les expulsions. Nous avons la situation de Boualem Sansal, qui est tout de même retenu en Algérie dans des conditions épouvantables depuis plus d'1 an, à 80 ans. Je pense que là aussi, des conditions de détention tout à fait arbitraires. Il y a vraiment matière à... Vous avez le président Tebboune qui a évoqué un génocide colonial, accusation tout de même majeure, je trouve. Enfin, je pense qu'il y a aujourd'hui matière à peut-être encore plus qu'en 2023 remettre en cause ces accords franco-algériens. Josiane Cornelou, est-ce que vous avez eu un questionnement moral à vous dire je vais voter, moi, républicaine, sur un texte proposé par l'extrême droite, par le Rassemblement national, ou non, je vote sur ce que j'estime être juste par rapport à mes convictions, et vous ne vous êtes pas posé cette question morale, encore une fois, de cette digue supposément qui doit entourer le RN? Ah mais ça ne m'a posé aucun souci. Parce que je vous le dis, depuis 9 ans, j'ai voté des textes du Rassemblement national. Ça ne me pose aucun problème à partir du moment où je considère que c'est un texte qui est bon pour les Français et pour notre pays. Et je pense que c'est ce que les Français attendent aujourd'hui. Ils nous l'ont suffisamment dit. Travailler ensemble. Est-ce que si le Parti socialiste ou les écologistes avaient proposé un texte contre l'Algérie via, par exemple, l'affaire Boualem Sansal, vous auriez pu le voter? Mais j'ai déjà voté des textes PS ou des textes écologistes quand cela me paraissait de bon augure, tout à fait. Donc j'en reviens à ma question. Est-ce qu'on doit se réjouir qu'en ces temps où l'Assemblée n'arrive pas à fonctionner, on a eu des heures de débat sur ce même plateau en disant les députés de différents bords n'arrivent pas à travailler ensemble, est-ce qu'il faut se réjouir? Je pose la question à nos deux analystes politiques que là, des formations politiques travaillent ensemble. En fait, la question, en ce moment, c'est celle de l'existence des Républicains, parce que Laurent Wauquiez doit se battre, lui, pour que des députés de son propre camp n'aillent pas changer de camp, n'aille pas chez Éric Ciotti, n'aille pas éventuellement chez Marine Le Pen, parce qu'il y a des divisions au sein des Républicains, et que là, on est presque dans le vital pour les Républicains. Et si Laurent Wauquiez ne va pas dire à ses députés « vous pouvez aller voter ce texte qu'on défend, même si c'est Marine Le Pen qui l'a présenté », s'il leur dit « non, n'allez pas le faire, asseyez-vous sur vos convictions », dans ce cas-là, il prend le risque que des députés de chez lui
aille finalement chez Éric Ciotti et aille faire cette tentative d'union des droites que Marine Le Pen ne veut pas officiellement parce qu'elle est persuadée qu'elle peut y arriver toute seule. Et pourquoi elle partagerait le pouvoir alors qu'aux prochaines législatives, à la prochaine présidentielle, elle pourrait gagner, aux prochaines législatives, elle pourrait avoir une majorité absolue sans devoir en rendre compte à Laurent Wauquiez ou sans devoir en rendre compte à Bruno Retailleau. Donc pour moi, on n'est pas forcément dans l'idée de se dire l'Assemblée nationale fonctionne parce que chacun va apporter sa voix. On est dans de la politique pure et simple. La pure politique politicienne. D'un chef de groupe qui se dit si je dis pas à mes députés qu'ils peuvent voter comme ils le souhaitent, je vais finir par en perdre et les Républicains vont finir par mourir. Sabrina Sebaï. Oui. Moi, je veux vraiment rappeler quelques faits quand même, parce que sur les accords de 68, on dit beaucoup de choses. Je le redis, il y a dans ces accords, d'abord, ils ont été revus plusieurs fois. Il y a dans ces accords des éléments qui désavantagent les Algériens, je le redis, parce qu'on a souvent l'impression que c'est l'Eldorado pour les Algériens. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il serait bon de rappeler qui portait le texte chez les Républicains en 2023. C'était Madame Tabarot. Madame Tabarot, c'est une descendante d'un fondateur de l'OAS d'Oran, dont la famille a fui en Espagne en attendant les lois d'amnistie pour revenir en France. Je le dis parce que c'est important, il faut savoir d'où les gens s'expriment pour savoir de quoi on parle. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons dans cet hémicycle... On n'est pas comptable de ses ascendants non plus. Elle en est très fière, elle l'a assumé elle-même, elle l'a dit d'ailleurs au moment de sa défense. Très proche de Laurent et Wauquiez. Elle est par ailleurs très proche de ses idées et elle l'a dit elle-même, elle l'assume, il n'y a aucun problème là-dessus. On en a échangé d'ailleurs lors d'une passe d'armes, comme on dit, au sein de l'Assemblée nationale. Je le dis parce que dans cet hémicycle, je le redis, ce qui s'est passé est extrêmement grave parce que c'est un vote... Pour moi, c'est une rupture. Et y compris d'ailleurs chez les macronistes, parce que vous avez indiqué qu'ils étaient très absents. Moi, je ne crois pas qu'ils étaient absents uniquement parce qu'ils étaient occupés ailleurs. Je crois qu'ils étaient absents parce que nombre d'entre eux n'assumaient pas de venir voter contre ce texte. Et qu'ils ont préféré faire la politique de la chaise vide plutôt que de venir assumer ce vote contre, comme cela leur avait été demandé, comme était d'ailleurs la ligne du gouvernement qui avait été portée et qui avait d'ailleurs donné un avis défavorable dans le cadre de cette résolution. Alors cette résolution, elle n'aura pas d'effet pour le moment, bien évidemment. Mais moi, ce que je trouve regrettable, c'est de dire que les Français l'attendent. Vous savez, pendant qu'on parle de ça et qu'on fait des Algériens les boucs émissaires, parce que c'est le cas depuis maintenant plusieurs mois, d'ailleurs, sur la question des OQTF, madame, je vais quand même rectifier certaines choses, parce que, vous savez, en 2022, quand il y a eu le déplacement du président Macron, les relations s'étaient détendues et l'Algérie avait repris pas mal d'OQTF parce que les relations diplomatiques étaient au beau fixe. La réalité, c'est que les coups de menton et les coups de pression ne fonctionnent pas quand on veut avancer sur la question des OQTF. Le déplacement d'Emmanuel Macron en 2022 l'avait bien prouvé. Mais surtout, ce qui est important, je crois, c'est qu'à un moment, il faut assumer effectivement qu'aujourd'hui, on a un vote des droites et des droites extrêmes et de l'extrême droite, peu importe dans quel sens on les prend. Moi, je le dis avec beaucoup de gravité. Je crains malheureusement que ce qui s'est passé aujourd'hui préfigure, je crois, une alliance qui peut être très large, qui peut aller jusqu'à 2027, qui peut nous amener très très loin, y compris avec une accession au pouvoir de l'extrême droite. C'est vrai qu'on a quand même le RN est le premier groupe politique de l'Assemblée nationale aussi. Mais en même temps, je vais vous dire, moi, ce qui me dérange, c'est que quand on dit que les Français attendent, etc., moi, je suis souvent en circonscription, personne m'a dit, oulala, il faut absolument dénoncer les accords de 68. C'est pour ça que, y compris ailleurs en France où je me déplace. Sur l'Algérie, mais là, mais je le dis aussi, justement sur, y compris où je me déplace, on ne me parle pas des accords de 68. Par contre, ce dont les gens nous parlent, c'est de l'état de l'hôpital public. C'est le fait que les profs ne sont pas remplacés. C'est le fait qu'ils ne trouvent pas de médecins traitants. C'est le fait qu'ils ont du mal à payer leur loyer à la fin du mois ou à remplir leur frigo. Et je trouve dommage que pour une niche parlementaire, pour un parti qui se dit proche du peuple et qui est attaché justement aux préoccupations des Françaises et des Français, de renverser d'ailleurs l'ordre du jour de cette journée de niche parlementaire, ça aussi, c'est la première fois que ça arrive, pour mettre en premier texte cet accord de 68, au lieu de s'occuper du pouvoir d'achat des Français. Mais parce que Stéphane Zumsteck disait, voilà, l'immigration est au cœur des préoccupations des Français. Le Rassemblement national est le premier parti à l'Assemblée. Il a 4 fois plus de députés que vous, que les écologistes. Et cet accord de 68 n'est pas un véhicule de submersion migratoire, comme ils le disent. Pas du tout. Justement, pour revenir sur la question de cette alliance des droites que vous souleviez, il y a quelques minutes, un député Renaissance, Ludovic Mendes, vient de dire, donc il a voté manifestement contre cette résolution, vient de dire ils sont en train de rendre Madame Le Pen politiquement responsable. Qu'est-ce que ça veut dire, Stéphane, et puis on en débat tous ensemble. Mais ça veut dire que le Rassemblement national
rentre, enfin est déjà rentré dans... J'entends dire que le RN est hors du jeu politique, n'est pas sous prétexte qu'il ne serait pas... C'est le premier parti à l'Assemblée, donc il n'est pas hors du jeu politique. Hors du supposé arc républicain, ça, on pourrait évidemment en discuter. Non, disons que le RN est à sa part entière dans le jeu politique français, il n'est exclu de rien et il a son jeu, il joue son rôle selon son poids à l'Assemblée nationale, évidemment, sans participer à la plupart des majorités qui peuvent sortir lors du texte des lois. Mais évidemment, oui, quand je disais que les digues sautaient, c'est un élément de plus qui fait apparaître le Rassemblement national, qui lui permet d'être considéré par les Français comme un parti politique comme les autres, c'est-à-dire qui a une position totalement qui est conforme à son poids électoral. Mais ça, c'est la grande victoire aussi de Marine Le Pen depuis qu'elle a récupéré le parti et qu'elle en a fait ce qu'il est aujourd'hui, et plus le Front national de son père. C'est que de plus en plus, le Rassemblement national est considéré par les Français comme un parti comme les autres. Vous aurez toujours une partie des Français qui considéreront que ce parti clive. Certains diront que c'est un parti d'extrême droite, d'autres diront qu'il est dangereux pour la démocratie. D'autres diront qu'il attise la violence. Oui, mais finalement, pas plus aujourd'hui que les autres partis. Quand on compare l'image du RN à celle des autres partis politiques, il n'est pas plus notamment dangereux. La France insoumise, bien en sûr, tout cas, le Rassemblement national est jugé moins risqué, moins chaotique par les Français que la France insoumise. Tout à fait, tout ça a aussi contribué à institutionnaliser, normaliser l'image du Rassemblement national. Il y a deux choses qui ont joué très récemment. D'une part, la France insoumise, parce que quand on interroge les Français dans leur globalité, ils nous disent que le parti le plus dangereux pour la démocratie, c'est la France insoumise, et ce n'est pas, j'ai envie de dire, ce n'est plus le Rassemblement national. À partir du moment où vous n'êtes plus considéré comme celui qui est hors du jeu ou qui est le plus dangereux, eh bien, vous n'êtes plus dangereux. De la même manière, il y a eu un autre élément important qu'on a déjà oublié, c'était il y a 3 ans, c'est l'irruption d'Éric Zemmour sur la scène politique lors de l'élection présidentielle. D'un coup, le Rassemblement national se retrouve avec un candidat qui est plus radical, qui est plus à la droite de la droite, qui est plus à l'extrême droite que le Rassemblement national. Si vous n'êtes plus le parti le plus à l'extrême droite ou le plus à droite, eh bien, vous n'êtes plus d'extrême droite. Tout ça a servi. Le résultat, aujourd'hui, c'est que l'image des partis politiques, elle est dégradée, quel que soit le parti politique que l'on teste, mais le parti qui semble le plus considéré comme capable de gouverner aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Vous avez près d'un Français sur deux qui considère que le RN serait capable de gouverner la France. Spectaculaire changement par rapport à il y a quelques années où on disait le RN sera toujours confronté à ce plafond de verre qui n'est pas crédible, notamment sur les questions économiques. Tout ça a volé en éclats. Aujourd'hui, le RN pourrait prendre le pouvoir, non, tout simplement parce que l'on considère qu'il pourrait faire le job au même titre que les autres partis de gouvernement qui se sont succédés. Josiane Cornelou, sur l'alliance des droites dont on parlait, est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que vous vous dites, il y a bien des moments où je vote avec le Rassemblement national, pourquoi continuer à aller en ordre dispersé, par exemple à la présidentielle de 2027, même s'il y a des sensibilités différentes dans un mouvement, avec ce que vient de dire Stéphane, voilà, allons-y. Alors déjà, je voudrais m'insurger en faux contre vos propos, à propos de la caporalisation qui serait faite par Laurent Wauquiez. Alors, je peux vous assurer que c'est complètement faux. En réunion de groupe, il a demandé à ce que vous votiez les textes pour lesquels vous étiez d'accord. Mais vous savez très bien que nous avons la liberté de vote. La preuve, regardez tous nos votes. Et alors, c'est très curieux que vous nous taxiez d'être caporalisés, parce que nous sommes le seul groupe politique qui votons en fonction de la sensibilité de chacun, alors que lorsque vous regardez tous les autres groupes politiques à l'Assemblée nationale, alors pour le coup, c'est une vraie caporalisation. On a beaucoup reproché au Bloc central en ce moment, justement. On voit bien que dans le Bloc central, il y a des nuances, il y a des avis divergents, et ça se traduit peut-être dans des votes comme celui qu'on vient de voir aujourd'hui. Chez nous, il n'y a eu aucune caporalisation, et chacun a voté comme il le ressentait, comme c'est toujours le cas. Non, d'ailleurs, c'est la moitié des députés qui a voté. On le rappelle, c'est pas tout le groupe Les Républicains, il y a 25 sur 50 qui ont voté. Il y a des personnes qui avaient peut-être des obligations sur je ne sais pas. Enfin, bref. Ou qui ne voulaient pas la voter. En tout cas, je veux m'élever aussi en faux contre le fait En tout cas, pour donner les chiffres, 26 membres de la droite républicaine ont voté pour le texte, et les autres sur 50, donc 26 sur 50. Peut-être que ceux qui étaient là, c'était ceux qui étaient le plus mobilisés aussi pour ce vote, c'est possible. En tout cas, il n'y avait pas de consigne de vote à voter strictement cette proposition de résolution. Mais tout de même, pour rebondir sur ce que vous dites, alors ce que vous dites, finalement, la droite et l'extrême droite, c'est pareil. Non, j'ai jamais dit ça. Enfin, voilà, l'union des droites, etc. Non, c'est pas ce qui a été dit. Vous avez peut-être pensé à l'union. On va justement, dans quelques minutes, on va parler des coalitions telles qu'elles se font à l'étranger, et c'est pas forcément des unions où tout le monde est à la même place. Je rebondis sur ce que vous disiez, puisque vous disiez, est-ce que vous avez déjà évoqué l'union des droites, etc. Non, je n'ai pas évoqué l'union des droites, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons très bien ensemble.
Je veux dire, si j'ai envie de voter un texte qui me convient, je vais le voter. Et je peux vous assurer que si nous pouvons nous retrouver sur les textes en lien avec la sécurité, avec l'immigration, ça n'est pas du tout le cas sur les textes. Mais ça, ce que vous dites, ça peut être le prélude à une coalition, justement. Ah bah, avec des si, on peut tout faire. Ben voilà. Mais en tout cas, au niveau économique... Vous vous sentez plus proche de Marine Le Pen que de Gabriel Attal. C'est ça la question aujourd'hui. Certainement sur le volet immigration sécuritaire, la preuve, c'est que, vous l'avez dit vous-même, la Macronie, aujourd'hui, elle était très peu présente. Elle n'était pas là. Mais en revanche... Juste une réaction par rapport à ce qui a été dit sur les sondages et l'image du Rassemblement national. L'année dernière, il y a eu en juillet une dissolution où tous les sondages, il me semble, donnaient le RN en tête lors de cette élection législative. Je rappelle juste qu'il y a eu une mobilisation massive des Français qui se sont mobilisés pour le barrage républicain et qui ont dit justement qu'ils ne voulaient pas que le RN accède aux plus hautes fonctions de notre pays, à savoir avoir Bardella Premier ministre. Donc ça aussi, c'est une réalité. Moi, je dis souvent, attention, parce que beaucoup... Mais ils l'ont quand même placé en tête. Ils l'ont placé en tête. Je ne parle pas du NFP, qui est pareil, qui est une coalition. Alors, je redis, le nouveau parti, Front Populaire est arrivé en tête lors des élections législatives dernières, puisque c'est le groupe, enfin la coalition qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. Il y a eu une mobilisation massive au second tour pour faire barrage à l'extrême droite. Ça, c'est une réalité, malgré tous les sondages qui donnaient le RN en tête. Oui, aujourd'hui, l'extrême droite est très haute, c'est vrai, dans les sondages. La dernière fois aussi. Et je crois que, justement, le fait d'avoir des députés qui ont été élus grâce au barrage républicain, qui aujourd'hui s'assoient allègrement sur le nombre de votants qui ont été faire barrage à l'extrême droite en mettant un bulletin pour eux, parce qu'il y avait eu des désistements au second tour, je crois que ça met en danger aussi la démocratie. Ça risque peut-être de ne plus donner cette mobilisation massive qu'on a pu avoir pour faire barrage à cette extrême droite. Et je trouve cela extrêmement inquiétant. Est-ce que ça met pas en danger la démocratie ? Est-ce que c'est pas une anomalie démocratique que le deuxième parti de France, quand on prend l'élection présidentielle, n'ait jamais réussi jusque-là à faire passer un de ces textes? Vous savez, nous, pour le coup, les écologistes, ça fait très longtemps qu'on défend la proportionnelle, parce que vous savez, si on avait une proportionnelle dans notre pays, eh bien, chaque parti pèserait exactement son poids dans l'hémicycle. Le RN, à l'époque, était crédité de 30 ou 32%, il me semble, j'ai plus les chiffres en tête exactement, il aurait eu 30 à 32% des sièges, et en réalité, ça n'aurait pas fait débat. Ce qui pose problème, c'est le mode de scrutin actuel, qui fait qu'en étant sondé à 30%, vous pouvez avoir 50% des sièges au final avec un second tour s'il n'y a pas de désistement républicain. Moi, je suis désolée, je suis attachée à ce barrage républicain. Je suis attachée au fait que cette digue existe encore dans notre pays. Je suis attachée à ce qu'il y ait des partis d'ailleurs gaullistes qui se revendiquent du gaullisme, ce que n'est plus les LR, ce ne sont plus les Républicains aujourd'hui. Je le regrette. D'ailleurs, ils n'avaient pas participé au barrage républicain à l'époque. Ça s'était arrêté à Horizon. C'est dommage aujourd'hui de voir qu'ils ont tous sombré le plus à droite possible de cet hémicycle. Et je le dis encore une fois, eh bien, malheureusement, ça risque d'avoir des conséquences extrêmement dramatiques sur la mobilisation. Vous savez, il y a beaucoup d'électeurs qui nous ont dit à quoi ça sert d'aller voter si, au final, notre vote n'est pas respecté. Eh bien, justement, on va voir comment ça se passe à l'étranger. On va aller voir comment ça se passe chez nos voisins. On a parlé des digues, on a parlé justement des coalitions. Je vais retrouver Marion Delpech au Hub. Marion, bonsoir. Alors, l'extrême droite dirige ou participe à, je crois, 6 des 27 pays membres de l'Union européenne. Quels sont ces pays, Marion ? Eh bien, vous l'avez dit, 6 des 27 pays membres de l'Union européenne sont dirigés ou ont des gouvernements auxquels participe l'extrême droite. Dans le détail, tout d'abord, l'extrême droite dirige la Hongrie avec la droite radicale de Viktor Orban, mais aussi l'Italie avec l'union des droites de Giorgia Meloni. Et puis regardez, on range les pays où l'extrême droite est membre du gouvernement. La Finlande, la Slovaquie, la Croatie, par exemple, la Slovaquie, où le Premier ministre Robert Fico a fait alliance avec un parti d'extrême droite. On retrouve la même chose en Croatie, dans le but de défendre des valeurs traditionnelles et de renforcer le contrôle aux frontières. Enfin, du côté de la République tchèque, ce monsieur, Andrej Babiš, vient d'être élu Premier ministre. Il est milliardaire pro-Trump et lui aussi veut former un gouvernement avec le SPD, un parti d'extrême droite. Enfin, en Suède, l'extrême droite n'est pas au gouvernement, mais elle le soutient. Et puis alors Marion, il s'est passé quelque chose en Allemagne récemment qui ressemble un peu à ce qu'on a vécu aujourd'hui à l'Assemblée. Oui, tout à fait, Loïc. C'était en janvier dernier. La CDU, les conservateurs ont voté une loi avec l'AfD, l'extrême droite allemande. Le but, contrôler de manière permanente toutes les entrées aux frontières du pays avec interdiction d'entrée pour toute personne sans autorisation, même pour les demandeurs d'asile.
Merci Marion. Ce qui est très intéressant, c'est que là, justement, c'est exactement la même chose. C'est un texte sur l'immigration. Je vais retrouver voir mes invités, notamment sur cet exemple allemand. Alors, on a cité les autres exemples ailleurs qui sont peut-être parfois un peu plus loin que nous. Mais entre, par exemple, ce qui s'est passé aujourd'hui aux Pays-Bas, alors certes, un mouvement centriste est arrivé légèrement en tête, enfin plus exactement, l'extrême droite a perdu des sièges, mais enfin bon, c'est quasiment à égalité avec ce qui s'est passé hier soir aux Pays-Bas. Et puis donc là, l'exemple allemand dont nous parlait Marion, voilà à nouveau un texte, j'allais dire, de coalition, de consensus sur l'immigration entre la droite classique et puis l'extrême droite. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Allez, non, mais chacun est libre de commencer. Alors, moi, je veux bien commencer. Il faut juste rappeler que c'est une vraie défaite pour l'extrême droite néerlandaise. On parle du fait qu'ils sont au coude à coude pour la première place avec ce parti centriste. Oui, enfin, il recule. Le parti de Wilders recule sensiblement et il perd à peu près un tiers des députés qu'il avait jusqu'à présent. Ça... il faut le rappeler, ça, malgré cette première position ex-aequo. Donc il y a un recul de Wilders qui a fait partie de la coalition gouvernementale jusqu'à présent et qui est sanctionné par son électorat des dernières élections législatives, qui considère que, alors qu'il était au pouvoir, qu'il faisait partie du pouvoir dans le sens où il faisait partie de la coalition gouvernementale, il n'a pas obtenu ce pourquoi il avait été élu. Ça, c'est le premier élément. C'est l'extrême droite, elle recule aussi parfois sur son bilan, quand elle a un bilan, et pour avoir un bilan, encore faut-il participer. Ce qui montre que quelque part, elle a été acceptée dans le giron démocratique ou républicain, et puis elle n'a peut-être pas eu les résultats qu'espéraient ses électeurs, et donc elle est sanctionnée, et puis... Et les Pays-Bas ne sont pas devenus non plus le Troisième Reich. Non, mais absolument. Bon, elle est malgré tout fortement sanctionnée. C'est une vraie défaite pour Wilders, même s'il finit peut-être premier. Après, c'est cette culture de coalition. On ne cesse de le répéter depuis 2022 et plus encore depuis 2024 où, là, pour le coup, la majorité est introuvable parce que de 2022 à 2024, malgré tout, il y avait une majorité relative, mais on pouvait faire passer des lois, notamment la retraite ou l'immigration, des textes évidemment très emblématiques. Le vrai problème de la classe politique française, au-delà des institutions de la Ve République qui seraient peut-être usées ou émoussées, c'est l'incapacité totale, culturelle, de basculer vers une culture de coalition. On entend souvent le mot compromis. Le mot compromis est immédiatement changé en compromission. C'est pas exactement la même définition. Pourtant, dès qu'il y a des compromis, c'est une compromission. Aujourd'hui, quand vous êtes un parti politique, votre pire ennemi n'est pas celui qui se trouve de l'autre côté du spectre politique, c'est les partis qui sont à côté de vous. Parce que vous essayez de récupérer leur assise électorale. Le pire ennemi d'Horizon, c'est les LR. Le pire ennemi des LR, c'est Horizon ou c'est le Rassemblement National. Même chose pour le PS ou les Insoumis. Et pour le PS et les Insoumis. Et bien, ça, c'est un véritable problème dans le sens où, à partir du moment où vous ne discutez jamais, où vous ne préparez pas l'éventualité d'une coalition à un moment donné pour trouver une coalition, et donc une majorité, eh bien, au moment du résultat des élections, quand vous avez une Assemblée nationale avec les différentes composantes qui sortent du soir du second tour, mais vous n'êtes pas prêt, vous, personnellement et en tant que parti, à négocier avec votre voisin, en fait. Le mot de la fin à nos deux députés, encore une fois, coalition, est-ce que c'est si terrible ou au contraire, on le voit, nos voisins les expérimentent, tant bien que mal, si j'ose dire, mais est-ce que c'est pas de toute façon la seule solution ? Quitte à ce que, forcément, des événements aujourd'hui, je m'adresse à vous, font pas plaisir aux adversaires, mais finalement, une coalition permet d'avancer, c'est ce qu'on dénonce depuis des mois ou depuis 2024 dans les blocages de la vie politique française. Là, en l'occurrence, on parle de l'exemple de l'Allemagne. C'est un mode de scrutin qui est différent de celui de la France aussi, ce qui permet effectivement le travail en coalition. Vous savez, nous, on n'a pas de difficulté à travailler et à obtenir des victoires. D'ailleurs, nous avons été au rendez-vous à Matignon, à l'Élysée. On a vu le Premier ministre à plusieurs reprises. On a donné nos lignes rouges, nos lignes vertes, etc. pour travailler parce qu'on avait envie justement de travailler dans l'intérêt des Français. Par contre, à titre personnel, et je crois que c'est partagé par mon groupe, j'estime que notre devoir, en tant qu'élus républicains, c'est de maintenir un cordon sanitaire autour d'un parti qui a été fondé par des nazis, par des... Mais écoutez, vous pouvez dire non, c'est historiquement vrai. Donc, et j'estime que c'est notre seule et unique responsabilité. Il n'y aura jamais de compromis avec un parti de l'extrême droite. Parce que historiquement, nous avons des projets, des sociétés totalement différents. Le leur, on le connaît. Le nôtre, ce n'est pas la France que nous voulons. Donc, notre seule responsabilité, c'est de maintenir cette digue, qu'elle soit en France d'ailleurs ou ailleurs, parce que la montée du populisme et du fascisme, elle se fait partout. On le voit, un quart des pays, Josiane Cornelou, le mot de la fin. Sur cette coalition. Eh bien, moi, je prône un travail ensemble et je suis fréquemment en circonscription et j'entends
les habitants de ma circonscription me dire travailler ensemble. Et je pense que nous devons être responsables, de trouver des compromis. Ce n'est pas simple, parce qu'effectivement, avec certaines formations politiques, on peut s'entendre sur les problèmes sécuritaires. En même temps, vous évoquiez cette fameuse union des droites qui est souvent évoquée. Nous sommes en pleine étude, en plein examen budgétaire. Je peux vous assurer que le RN vote régulièrement avec LFI. Moi, je n'ai jamais voté avec LFI. Et nous prônons pas de taxes, pas d'impôts et des économies à faire sur le budget, sur le fonctionnement de l'État. LFI ne prône pas la même chose, le RN ne prône pas la même chose. Il y a des divergences très importantes, mais je pense que nous devons essayer de travailler ensemble pour arriver à trouver un compromis et des avancées. Ça se fait très bien dans les communes. Moi, j'ai été élue municipale. Ça se fait très bien dans les communes. J'ai été maire. On l'a dit sur ce plateau qu'effectivement, au niveau national, c'est compliqué, mais dans les communes, les communautés de communes, les mairies, voilà, tout ça, ça se fait très bien. Ce sera l'occasion d'un autre débat. Merci à tous les quatre d'avoir décrypté cette journée à l'Assemblée. Tout de suite, 22h01, on va retrouver Camille Novak pour le journal et je vous donne aussi rendez-vous à juste après, 22h10, où on va parler de la bombe, le retour des essais nucléaires. Est-ce que c'est inquiétant? En tout cas, Donald Trump le suggère et on en parle dans 10 minutes. Camille, c'est à